Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Jordan Liénard, avec qui j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années en entreprise, en communication, et que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui, car Jordan est en train de réaliser un de ses rêves, à savoir franchir les 82 sommets supérieurs à 4000 mètres dans les Alpes, sans remontée mécanique, accompagné d'un guide de haute montagne. Voilà, qui font ça en duo. Et c'était important pour moi d'interviewer Jordan par rapport à des choses qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire que quand j'étais petite et que je jouais dans le bureau de mon père pendant qu'il travaillait le week-end, je me souviens, il y avait une image comme ça au mur avec des alpinistes qui étaient encordés dans les grandes étendues blanches. Et moi, je rêvais d'être là. Je rêvais de faire comme eux. C'est pas un rêve qui m'a tenu, enfin, qui m'a poursuivi à l'âge adulte, mais c'est quelque chose qui fait partie de mon enfance. Et puis aussi, ben, je suis passionnée par le thème de l'intuition, notamment tous les rouages, toutes les clés pour la développer en entreprise, pour se faciliter la vie. Et enfin, je suis également très intéressée par tout ce qui concerne la gestion émotionnelle, par la gestion des peurs et en haute montagne. J'imagine qu'il y a beaucoup à dire. Donc, je suis ravie, Jordan, de t'avoir aujourd'hui pour une interview et j'aurais aimé déjà que tu te présentes. Alors, bonjour, je m'appelle Jordan, j'ai 45 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. J'ai eu une première vie dans le monde corporate où nous nous sommes croisés, effectivement. Ensuite, je suis partie, alors j'ai travaillé au Mexique, au Canada, en France, et puis ensuite je suis partie pendant 9 ans à Singapour avec ma famille, où j'ai travaillé beaucoup sur les relations interculturelles et comment adapter son style de management et sa négociation internationale à des cultures étrangères. J'ai enseigné, j'ai formé des leaders avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. On est revenu avec ma famille 1 an et demi en Europe. Je me suis rapprochée d'un endroit qui m'est cher, que sont les montagnes et les Alpes en particulier. Et là, j'ai senti que c'était le moment pour réaliser effectivement un rêve. Le rêve de passer plus de temps en montagne d'abord. Et quand on se demande comment je peux faire pour passer plus de temps en montagne, ben, on choisit un projet où on va y passer du temps. Et donc, un projet ambitieux qui consiste effectivement à gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes. Donc voilà, et c'était parti. Et j'ai commencé euh, juste après le deuxième confinement, on va dire. Et là, on a réalisé à ce jour 49 des ascensions qu'on s'était fixées. Et il nous en reste encore 33. On rattaque pour ça dans moins d'un mois. Donc de mi-mars à fin juin, on va essayer de boucler tout ça, même si on n'a pas d'objectif de temps. Et alors, du coup, la place de l'intuition dans tout ça, depuis peut-être la genèse du projet jusqu'à quand vous êtes en haute montagne. Oui, alors l'intuition, finalement, elle arrive dès le départ. Je dirais que dans la prise de décision de réaliser ce projet ou de lancer ce projet, il y a d'abord l'intuition. Elle est très présente et elle est évidente, en tout cas, c'est facile de lui mettre le nom d'intuition parce qu'elle n'est pas rationnelle, raisonnable. Si vous regardez bien, j'ai 45 ans, je suis une femme, il y a très peu de femmes en alpinisme et dans les montagnes, pas assez, je le dis tout haut. En tout cas, c'est vrai que c'est un sport un peu dur, voilà, un peu costaud, il faut y aller. Physique. Physique. En général, 3 enfants qui ne sont pas encore majeurs, c'est vrai que c'est un sport aussi qui est assez risqué. Plus vous passez de temps en montagne, plus vous avez voilà, de chances qu'il vous arrive des petits pépins. Je suis voilà, mariée, j'ai une vie déjà bien remplie, je n'ai pas grand-chose à prouver, j'ai eu une belle carrière professionnelle. Donc, a priori, pourquoi aller se mettre en risque Je crois que j'ai une de mes cousines qui a dû même me demander pourquoi, de quoi j'avais besoin. Donc, rationnellement, il ne faut pas y aller, quoi. Hein. Si je réfléchis, mon cerveau va me dire que non. Et pourtant, j'ai une intuition énorme, une intuition tellement forte que je me sens vraiment appelée à un moment donné à faire ce projet.
à le faire avec Fred. Et à partir du moment où on se tape dans la main, et ben, c'est parti. Il n'y a plus qu'à l'annoncer aux familles en espérant qu'elles vous soutiendront. Et voilà, mais ça commence d'abord par une intuition, évidemment. Ouais. Et là, c'est très clair. Et justement, comment tu justifies une intuition qui peut paraître aller contre tout raisonnement, tout comportement raisonnable auprès de tes proches? Comment on peut justifier ça? Alors, je pense que c'est évidemment pas raisonnable pour le commun, enfin pour des gens, voilà, selon une certaine norme. C'est pas raisonnable au filtre du contrat social. C'est pas raisonnable si vous n'avez jamais fait de sport dans votre vie, que vous n'avez jamais mis un pied en montagne. Bon, voilà, ça, c'est pas raisonnable. En revanche, dans mon parcours, si je regarde, évidemment, je viens du monde corporate, mais je passais quand même déjà pas mal de temps en montagne. Je suis pas partie toute seule. J'ai mis beaucoup de choses de mon côté, c'est-à-dire que je me suis mise à travailler énormément, alors physiquement, en escalade, en endurance, en musculation. Donc après, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que le projet aboutisse, évidemment. C'est-à-dire que l'intuition n'exclut évidemment pas le travail. Bien au contraire, je pense que, en fait, quand on a une conviction très forte comme celle-ci ou une intuition très forte, après, on a vraiment envie que ça se clôture par une réussite. Ça, c'est évident. Oui, Alors après, comment l'annoncer à sa famille, à ses proches, c'est jamais tellement évident parce que vous avez fait tout un parcours, votre cerveau a raisonné pendant longtemps et puis il y a tout un tas de facteurs qui font que voilà, vous savez que c'est la bonne chose à faire, mais il faut encore l'expliquer. Donc, c'est sûr que c'est jamais un moment très facile. Donc, ils sont passés par plusieurs phases. D'abord, vraiment une phase liée au risque que je prenais et donc au danger. Et donc, ça, c'est jamais agréable pour un enfant de se dire qu'une maman peut se mettre en danger. Mais comme heureusement, il n'y a pas que ça dans le projet et puis qu'on n'a pas du tout l'intention de se mettre plus en danger que ce qu'on devrait, une fois que ça s'était passé, il y avait beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme et un grand soutien de la part de mes enfants et de mon mari aujourd'hui pour me voir aller jusqu'au bout de ce projet. Et alors justement, comme tu parles de tes enfants, où tu dis c'est pas très agréable pour un enfant d'imaginer sa maman se mettre en danger, pour justement ne pas te mettre en danger, ou en tout cas mettre toutes les chances de ton côté pour que ça se passe bien, est-ce que l'intuition est intervenue dans le choix de la personne, du guide de haute montagne qui allait t'accompagner dans ce projet? Alors oui, c'est évident que je fais également, mais comme beaucoup, vraiment appel à l'intuition à ce moment précis hein, pour le choix du guide, même si l'idée m'est venue un jour où finalement on était déjà sur un 4000 avec Fred et il m'avait emmené sur un sommet qui s'appelle la Dent des Reims. Mais c'est vrai qu'une fois que j'avais pris la décision de mener ce projet, si je regardais froidement, j'aurais pu imaginer prendre un guide de haute montagne qui avait déjà réalisé les 82 4000. Or, Fred en avait fait que 29 dans sa carrière de guide. De façon froide et rationnelle, j'aurais pu me dire, bon, bah, j'ai autant passé par un guide qui a déjà accompli cet exploit. Et pourtant, c'est pas ce que me disait mon intuition. Mon intuition était vraiment de mener ce projet avec Fred. Et je dirais même que je pense que si lui demain me dit on arrête, enfin moi j'arrête, je suis pas sûre que j'aurais envie de continuer parce que je crois qu'il fait vraiment partie de l'équation et de la réussite de notre cordée. Parce que en montagne, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, dont les alpinistes parlent beaucoup, c'est cette histoire de cordée. Comment pourquoi je remets ma confiance à quelqu'un. Moi, je pense que la confiance, elle s'acquiert. C'est pas en fait, on la donne pas. C'est quelque chose qu'on va gagner au fur et à mesure des années. Donc, je pense que Fred, j'ai gagné la confiance de Fred et Fred a gagné ma confiance. Donc
il y a une, enfin, l'intuition, en tout cas pour la remettre au cœur du sujet, m'a vraiment poussée de façon évidente vers le choix de Fred. C'était pas du tout quelque chose de négociable après ça. Ouais. Ah oui, c'était pas négociable. Mais c'est vrai que quand je t'entends, on se dit vraiment que quand tu remets ta vie entre les mains de quelqu'un, puisque le guide de haute montagne, c'est celui qui va prendre les décisions euh, là où vous allez passer ou pas, tu as remis ta vie entre les mains de quelqu'un en qui tu as eu l'intuition ou la conviction profonde que c'était la bonne personne, même si elle n'avait pas, entre guillemets, fait ces 82 sommets auparavant, alors que tu aurais pu effectivement choisir quelqu'un qui était déjà passé par là et où le raisonnement t'aurait dit c'est bon, c'est la bonne personne. Ça ne veut pas dire que ça c'était pas la bonne personne, mais en tout cas, tu as mis ta confiance dans un guide de haute montagne où là, tu as su en fait que c'était lui. Tout à fait. Oui, exactement. Et donc, quand vous êtes en haute montagne, justement, est-ce que vous avez eu déjà des anecdotes ou des choses où, par exemple, le raisonnement t'aurait dit d'aller à droite et vous êtes parti à gauche, ou alors de faire quelque chose et l'intuition te dit de faire autre chose? Est-ce que tu as des anecdotes comme ça? Bon, je pense il y en a beaucoup. C'est sûr qu'en passant autant de jours en montagne, on aurait beaucoup d'anecdotes, mais je peux vous en donner peut-être une qui m'a particulièrement marquée et qui fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs également jusqu'à présent. C'est lorsque nous sommes allés faire une traversée qui s'appelle la Nadelgrat et puisqu'en fait, pour gravir ces sommets, on ne part pas toujours du bas de la vallée. Enfin, en tout cas, on commence toujours du bas, mais on ne redescend pas après chaque sommet. On peut rester là-haut et puis en faire plusieurs, soit en rayonnant à partir d'un refuge, soit parce qu'on va suivre une ligne de crête qui va nous emmener vers le sommet de plusieurs 4000. Donc là, c'est le cas pour la Nadelgrat. Ça nous permet de gravir 4000 dans la même journée, ce qui est déjà extraordinaire. C'est une course qui est assez exigeante parce que bon, il faut se lever très tôt, traverser un glacier, remonter un couloir assez raide avec 2 piolets dans la main, des crampons aux pieds. Il vaut mieux d'ailleurs être le premier dans le couloir hein, quand il fait un peu chaud parce que les pierres peuvent tomber et on peut se faire mal. Et ensuite, il faut suivre une ligne de crête qui est évidemment faite de beaucoup d'obstacles et c'est long. Il faut être rapide dans les manipulations de cordes, il faut être voilà, les pieds peuvent glisser, il faut être très attentif et là, premier ou second, voilà, il faut vraiment voilà, on n'est pas très très bien assuré parce que on est au même niveau, donc il n'y en a pas un au-dessus, un en dessous, et la corde peut se tendre un petit peu. Donc, c'est une traversée qui n'est pas simple, mais ce jour-là, on est en forme, on est déjà bien acclimaté, on a déjà quelques 4000 derrière nous et on est devant, on avance vite et on arrive, je crois, à 9h30 du matin, donc à la fin de cette traversée, ce qui est déjà une belle performance. On en a déjà bien, voilà, plein les pattes, on va dire, mais on est très content, on est très heureux. En plus, c'était beau, c'était fantastique, on était remplis. La logique aurait voulu et la raison aurait voulu qu'on redescende jusqu'au refuge, qu'on aille se reposer pour rattaquer un autre sommet le lendemain qui s'appelait le Lenzspitze. Sauf que ce Lenzspitze pouvait également s'atteindre depuis l'endroit où on se trouvait à ce moment-là, c'est-à-dire au bout de la Nadelgrat. Et là, il a suffi d'échanger quelques regards pour se dire qu'on avait envie de continuer cette journée et qu'on allait aller rejoindre le Lenzspitze pour terminer cette journée. Mais ça nécessitait de refaire encore plus de 2 heures, probablement 2 heures, 2h30 de traverser dans un sens et revenir par le même endroit, donc encore 5 heures, alors qu'on avait déjà quelques heures d'alpinisme derrière nous. La cordée qui nous suivait nous a un petit peu découragés. Le guide était quelqu'un vraiment du coin puisqu'il était marié, il est marié avec la gardienne
du refuge de là où on était parti. Pour la petite anecdote, il avait d'ailleurs annoncé, puisqu'il est rentré un petit peu avant nous, il avait annoncé à la gardienne qu'on n'arriverait pas avant minuit. Donc voilà. C'est rassurant. Et donc, bon, ça on ne le savait pas, il ne pariait pas un copec sur le fait qu'on y arriverait dans la journée. Ceci dit, à ce moment-là, on a la même intuition, l'intuition qu'on peut le faire et qu'on doit le faire à ce moment-là, et on part. On est parti. C'est vrai que juste après avoir pris la décision, on a commencé à avoir très très faim, à être très fatigué. On s'est demandé un petit peu, je pense, chacun de notre côté, si on avait pris la bonne décision. Mais on s'est restauré, on a repris un petit peu nos esprits, et puis on est parti pour essayer d'être vraiment le plus concentré possible, parce que l'intuition ne fait pas tout, encore une fois. Hein. Une fois qu'on l'a, il faut réaliser ce qu'on a décidé d'entreprendre. Donc, on se reconcentre et on avance, et c'est fantastique à nouveau. Et là, on sent qu'on est en train d'accomplir quelque chose de chouette, que peut-être une ou deux cordées pendant l'année. Donc, on l'a fait. On est rentré, et bien avant minuit, puisqu'on était, je crois, à 15 heures au refuge. Donc, on avançait très vite. Donc, on était très bien. Donc, voilà, évidemment, quand il y a un peu d'exploit, il y a aussi des jolis souvenirs. Et puis, l'esthétisme de cette course fait que voilà, c'était juste fabuleux. Voilà. Et donc, on a eu des bons moments de partage en rentrant au refuge, évidemment. Et voilà. Donc, l'intuition nous a bien aidés là. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'ennemi numéro 1 de l'intuition, c'est la peur. Et j'imagine que même si tu n'as peut-être pas le vertige ou je ne sais pas, il doit y avoir quand même des peurs quand tu es en haute montagne. Comment tu fais pour gérer ces peurs? Parce que, je sais pas, moi, si je marchais sur une crête avec 10 cm de large, avec 2 versants de chaque côté, je pense que je ne pourrais plus bouger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est pétri par la peur pour continuer quand même à avancer et pas être paralysé, hein? Alors, c'est vrai qu'il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Guerrier, hein, qui a écrit un livre sur l'éloge de la peur, que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que si je devais faire, moi je ne ferais peut-être pas l'éloge de l'intuition, mais vraiment de la peur en entreprise également, qui est beaucoup reliée également à la prise de risque, à la prise de décision, etc. Mais c'est vrai qu'en montagne, on est confronté à des peurs très primaires, en fait. Les premières peurs que vous avez quand vous êtes enfant, hein, déjà le fait de marcher, de se mettre en déséquilibre, c'est une peur. La peur de tomber dans le vide en est une autre. Donc notre cerveau, depuis la petite enfance, nous enseigne qu'on doit se prémunir de certains dangers, et donc lui nous envoie des signaux quand il y a danger, donc des tremblements dans les jambes, des mains qui deviennent un petit peu soit collantes, soit glissantes, ce qui n'est pas très pratique pour des alpinistes ou des grimpeurs. On peut avoir des sueurs froides. Enfin, vous connaissez ce panel de signaux. Donc oui, il nous faut vaincre cette peur, et donc pour vaincre ces peurs, il faut d'abord calmer ces signaux, calmer son esprit, calmer son cerveau. Donc pour ça, on fait beaucoup appel aux techniques de respiration. Merci le yoga pour ça, puisque je pense qu'en Occident, on a été beaucoup moins peut-être précurseurs ou dans cette gestion de nos peurs. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un raisonnement à appliquer dans ces cas-là, hein, se dire, OK, c'est vrai qu'il y a 2000 mètres d'un côté, 2000 mètres de l'autre, mais j'ai encore 15 cm devant moi pour avancer. Et puis, a priori, quand je marche sur le trottoir, je ne tombe pas. Donc, je vais juste essayer d'imaginer que je suis sur ce trottoir et que j'avance pour aller faire mes courses, quoi. Donc, Perrette prend son petit panier pour aller faire ses courses et avance sur cette crête de montagne en se disant « tout va bien ». Et ça fonctionne assez bien. Et au fur et à mesure, en fait, vous vous apercevez que, au fur et à mesure de ces peurs qui sont dépassées, que votre cerveau s'adapte à ce vide, à ces à pics, et ne vous envoie plus les mêmes signaux
par la suite. Donc, vous ressentez beaucoup moins la peur du vide, etc. Donc, ça s'apprivoise, heureusement. Et je pense que dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que Fred m'a dit un jour, c'est vrai qu'à trop vouloir protéger sa vie, on finit par pas la vivre. Mais derrière le pas la vivre, c'est vrai que on oublie trop que le risque, derrière parfois le risque ou des petites peurs, il y a aussi de très belles choses et que ne pas les vivre, ce serait quand même tellement dommage. Donc il faut, oui, il faut parfois se jeter un peu dans le vide. Hein. C'est comme la première fois qu'on va, voilà, qu'on apprend à nager ou qu'on se jette dans une piscine. C'est vrai que c'est jamais très agréable, hein, mais quel bonheur après de pouvoir nager et d'être dans ces bassins ou ces lacs gelés de montagne. C'est ça. En Voilà. fait, c'est vrai que en même temps, c'est vrai que la peur, elle est là pour, entre guillemets, nous protéger. Mais effectivement, tu as plein de peurs qui sont inutiles et voilà, il y a plein de peurs qui sont vraiment inutiles et qui sont pas là forcément pour nous protéger, mais qui nous bloquent plus dans la réalisation de nos projets. Mais je sais que j'entendais aussi, c'était Mike Horn qui disait, c'était sa femme qui lui disait, enfin, il lui avait dit, si un jour je pars en expédition et que je n'ai plus peur, enfin, tu m'empêches de partir. Ouais. Parce que justement, tu avais aussi ce rôle de protection. Mais uniquement, tu vois, pour qu'elle te protège au cas où, mais pas inutilement, quoi, tu vois. Tout à fait. Ouais. Bien sûr, heureusement qu'elle est là. Et même, moi, je dirais que c'est ma meilleure amie en montagne, hein, la peur, parce que c'est elle qui va me permettre également parfois de m'arrêter, de me dire, OK, est-ce que vraiment je dois y aller? Donc, je la vois pas du tout comme un handicap ou comme quelque chose qui m'empêche d'avancer, surtout depuis que j'arrive à la gérer un petit peu mieux. Mais tu as tout à fait raison, il faut en fait l'écouter et il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien. Bien au contraire, il faut en tenir compte. Oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à déjà tout ce que tu as dit? J'ai dit que j'utilisais l'intuition dans la prise de décision, donc ça c'était vraiment important. On a parlé de l'intuition dans le choix des personnes, très important de se remettre à son intuition, et également dans la gestion des risques. Donc je trouve qu'on a fait déjà un beau tour de ce que l'intuition pouvait nous apporter. C'est vrai que j'aime bien faire des comparatifs ou des ponts entre ce que je vis aujourd'hui et le monde de l'entreprise, parce que ce monde me passionne depuis toujours et m'a apporté aussi beaucoup de satisfaction. J'aimerais continuer à pouvoir le faire progresser, enfin, en tout cas avancer sur certaines choses. Donc, je travaille vraiment à essayer de faire bénéficier le monde d'entreprise de ce que j'ai appris en montagne, parce que c'est un milieu qui est où on apprend très vite, parce que tout est plus intense, parce que la montagne nous confronte à des choses qu'on a oubliées, à notre instinct animal, nous fait ressortir ou rejaillir des choses qui sont très enfouies. C'est vrai que j'imagine la surprise quand Sophie Ramspacher parle de l'intuition en entreprise. Or, parler d'intuition dans le milieu de la montagne, c'est absolument pas un gros mot. On va bien sûr dire, bon, ok, mais il faut bien sûr être bien préparé, faire attention, vérifier la météo, etc. C'est très important, évidemment, d'utiliser tous ces moyens de contrôle et de mettre toutes les chances de notre côté. Mais bien sûr qu'on fait appel à notre intuition, ce n'est absolument pas un gros mot. Donc peut-être que on gagnerait à remettre certains mots comme ça plus primitifs, je dirais, en tout cas qui font appel à des réflexes plus primitifs au cœur de l'entreprise et de toutes les organisations humaines et sociétales aujourd'hui. Ouais. Bon, mais écoute, Jordan, je te remercie. On peut vous retrouver, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux parce que tu as encore combien de sommets? 30. On en a encore 33. Voilà, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, à chaque sommet atteint, on poste sur Facebook, sur Instagram, et on a également un site internet qui est www.4, donc le chiffre 4,
MIL 82 en chiffres.com. Voilà, donc peut-être. Et sur Facebook, c'est pareil? Sur Facebook, c'est pareil? Voilà, c'est 4082 et sur Instagram également. Voilà, ouais. Ça marche. Donc, vous pouvez nous suivre. On poste des photos, on donne des anecdotes, on essaye de faire vivre un peu par procuration nos belles aventures. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de monde qui nous suit et on apprécie tous les encouragements quand on est sur nos longues traversées. Voilà. Merci Jordan. À bientôt. Merci, à bientôt. Et bonnes intuitions à tous alors. Merci.